Bonjour à tous, bonjour Marc Guillaume, je suis Bonjour. très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez réalisé, et c'est la raison de votre présence ici en particulier, vous avez réalisé une longue et complète interview exclusive d'Edgar Morin. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, Edgar Morin, dont on vient de fêter le centenaire, est un penseur français qui est encore connu du grand public, ou est-ce qu'il est un peu, si vous voulez, un penseur qui a fait son temps? Il est encore connu du grand public parce que, d'ailleurs ça apparaît dans l'entretien, il intervient encore dans le débat public sur des questions d'actualité. J'ai fait cet entretien par Zoom. Il était à Marrakech, moi j'étais à Paris avec François Livonnet. Il maîtrise d'ailleurs parfaitement les nouvelles technologies. À 100 ans, c'est assez remarquable. Et très spontanément, il a abordé des questions liées par exemple à l'UNEF et au souhait de l'UNEF d'organiser des réunions entre gens de même couleur ou de même genre, etc. Donc vous voyez à quel point il est dans le débat public. D'ailleurs, depuis 2 ans, il a publié l'an dernier un travail sur l'épidémie. Il va en publier un autre dans quelques jours. Donc il écrit, il intervient, et je dirais il reste dans nos mémoires et dans notre débat parce que d'abord c'est un homme courageux. Ensuite, c'est un homme qui est bienveillant, ça c'est très important. Beaucoup d'intellectuels sont critiques, lui il est dans la bienveillance, et c'est un homme qui est libre. Alors ça se voit dans toute son œuvre, cette liberté. D'abord, la partie monumentale d'Edgar Morin, c'est la pensée complexe, la méthode. C'est un monument, un peu comme les philosophes allemands, un peu comme Horkheimer, enfin comme l'école de Francfort. Mais surtout, il a désenclavé son approche des différentes disciplines. Ce n'est pas un universitaire. Il a vagabondé, il s'est faufilé entre les disciplines. Donc ça, c'est une marque de liberté. Je vous interromps une seconde pour préciser que cet entretien va paraître dans le prochain numéro de la revue de l'intelligence du monde. Oui. Donc c'est vous qui avez réalisé cet entretien. Et en ce qui vous concerne, je précise que vous êtes polytechnicien, docteur en sciences économiques, agrégé de droit, vous avez dirigé l'IRIS et vous êtes toujours membre du cercle des économistes. Donc, est-ce que c'est exact? Oui, bien sûr. C'est peut-être ce qui m'a rapproché d'Edgar Morin. Sans vouloir faire de comparaison avec lui, j'ai une sorte de goût pour la promenade entre les disciplines. Je disais tout à l'heure qu'il était libre, je dirais aussi qu'il était courageux. Toute sa vie a été comment dire, une vie de courage. Il a été résistant. Mais avant d'être résistant, il était à la fois, comme il le dit lui-même, juif, résistant et gaulliste. Ensuite, il a eu le courage de quitter très vite le Parti communiste. Il a eu le courage d'aller en Allemagne. Il a eu le courage de prendre souvent des causes qui étaient perdues d'avance. Donc c'est un homme très courageux. Et il l'est encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est pas seulement un homme de pensée et d'écriture, c'est un homme de courage. Quel a été son parcours pendant la dernière guerre? Alors, pendant la dernière guerre, il a changé de nom. Il s'appelait Naoum. Il s'est appelé Morin. Et il a participé à la résistance d'une manière active. Et ensuite, il s'est rapproché de ce comité pour l'accueil des résistants, notamment de François Mitterrand. Et juste après la résistance, il est parti en Allemagne parce que, là encore, preuve de liberté et de courage, il a voulu connaître de plus près la philosophie allemande. Et ça marque son approche de sociologue. Alors, tous nos téléspectateurs ne sont pas philosophes, moi non plus d'ailleurs, mais je pense que vous allez pouvoir expliquer l'importance de l'œuvre d'Edgar Morin aux personnes qui sont dans ce cas, c'est-à-dire qui ne sont pas des spécialistes. Alors, je dirais qu'il est accessible à tout le monde parce que, à la différence des universitaires qui ont une discipline et qui creusent un sillon et qui souvent s'enfoncent dans le sillon en devenant incompréhensibles, Edgar Morin s'est intéressé à des questions très globales, la mondialisation, le rapport à la mort, tous les grands problèmes finalement sont nécessairement compréhensible si on change de discipline et de regard. Donc son importance philosophique, c'est de transgresser donc les frontières et d'éclairer des problèmes complexes
en sortant du quantitatif. Il le dit souvent, il dit, au fond, on a beaucoup de données, on a beaucoup d'informations, de data, comme on dit maintenant, mais là où vous avez beaucoup de données, vous perdez la connaissance du monde. D'ailleurs, la revue a une affinité avec Edgar Morin, parce que la revue essaye de comprendre le monde, d'avoir une intelligence du monde, mais ce n'est pas en écoutant ou en lisant des journaux très spécialisés que vous obtenez cette compétence. Autrement dit, sa position de philosophe, c'est pour comprendre les grands problèmes, il faut pouvoir se promener dans un champ très vaste, très complexe, en écartant, peut-être parfois en étant superficiel, mais il vaut mieux aborder par exemple l'épidémie en étant biologiste, en étant philosophe, en étant sociologue, qu'en écoutant un expert de l'épidémiologie. Voilà Edgar Morin. C'est pour ça que je recommande sa lecture. Et j'ajoute que pour accéder à Edgar Morin, il faut peut-être passer par les marges. Il se trouve qu'il a commencé sa carrière au CNRS en étudiant le cinéma. C'était sa passion, le cinéma. D'ailleurs, il a écrit un beau petit livre que je recommande à tous ceux qui veulent aborder Edgar Morin, Les stars. Il a étudié le phénomène de l'opinion publique et de la starification. C'est un petit chef-d'œuvre. Il a également étudié ce qu'on a appelé la rumeur d'Orléans, c'est-à-dire une fake news, une des premières fake news avec le régime, disons, archaïque de la rumeur. La rumeur d'Orléans, c'était qu'est-ce qui se passe dans certains magasins à Orléans. C'est un petit bijou. Donc, il a même écrit un livre de poèmes à 20 ans. Il a écrit un roman sur son enfance. Donc, aborder Edgar Morin par les marges, c'est une manière de se familiariser avec sa pensée. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui reprocher d'être un peu touche-à-tout ? Si, on le lui reproche. Et on a tort parce que justement, il faut des touche-à-tout. Il faut des gens qui savent se faufiler pour aborder des questions vastes. Dans l'entretien, on voit bien qu'il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de faire un bilan assez sombre du siècle, en montrant que les empires se sont détruits, en montrant que la décolonisation est une chose évidemment très positive, mais qu'elle a pu amener des catastrophes, en évoquant le terrorisme de façon intelligente, en montrant sa bienveillance à l'égard des opprimés, en ne prenant pas de position trop sévère, trop tranchée, comme on le fait trop souvent aujourd'hui. Donc, je crois que vraiment aborder sa pensée globale avec indulgence, en sachant qu'il n'est pas le plus pointu dans chaque discipline, mais qu'il a au moins la réussite d'embrasser des questions complexes et de les rendre accessibles à tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est jamais à contre-courant ? Si, il est à contre-courant. Par exemple ? Il a le courage d'être à contre-courant. Par exemple, sur l'épidémie, il met bien le doigt sur une question essentielle, à savoir, est-ce que différents acteurs, y compris les acteurs publics, ne vont pas profiter de l'épidémie pour nous emprisonner? Est-ce que dans un an, on ne pourra pas porter le masque? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte de revanche des acteurs sanitaires? Donc, vous voyez, il étudie les questions d'un point de vue Il est passionné, comme certains hommes publics aujourd'hui, par l'épidémiologie, mais en même temps, il fait son travail de sociologue. Et il tire la sonnette d'alarme à contre-courant. Par exemple, moi, j'avais travaillé avec lui sur la question de la peur. Il y a le virus, mais il y a la peur du virus. Et la peur du virus tue les gens aussi. Voilà ce genre de questions que Edgar Morin aborde. Il aborde aussi une autre question, à savoir que l'incertitude, il faut faire avec. Non seulement savoir que le monde est incertain, mais penser l'incertitude. On y reviendra peut-être parce qu'il y a une belle histoire d'incertitude qu'aborde la revue. Allez-y. Je l'aborde tout de suite. Il dit lui-même, au fond, le pacte russo-germanique a été dénoncé. Ça a été la bonne surprise. Les Américains sont rentrés dans la guerre quelques jours après. Bonne surprise, alors que Hitler, c'était une mauvaise surprise. Dans la revue, on aborde une autre bonne surprise, exceptionnelle même. C'est le fait que Winston Churchill ait été nommé en 1940 Premier ministre. Si on avait nommé quelqu'un d'autre, c'est presque sûr que nous ne serions pas là, vous et moi. Pourquoi? L'Italie était alliée d'Hitler, la France était vaincue, la Russie et les États-Unis n'étaient pas rentrés dans la guerre, l'Angleterre se serait couchée. Le roi d'Angleterre était plutôt favorable aux Allemands. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. Donc voilà, nous aurions été sous la botte d'Hitler. Et un homme, tout à fait d'une manière un peu... le hasard, l'incertitude, un homme s'est levé, et c'était celui qu'il fallait, et cet homme, à lui tout seul, parce qu'il était courageux, parce qu'il était capable de porter l'espoir, a réussi à entraîner le Royaume-Uni dans la guerre
et finalement nous a sauvés. C'est ce qu'on appelle un homme providentiel. L'homme providentiel, il n'y en a pas beaucoup, je crois, comme Winston Churchill, qui ont pu tout seuls faire l'histoire. C'est pour ça que le livre d'Edward Roberts, qui est un immense livre de 1300 pages, a été résumé sur le cœur de cette question dans la revue. Et quels étaient les rapports, puisqu'on parle d'homme providentiel, d'Edgar Morin avec le général de Gaulle? Je pense qu'il était gaulliste, mais je ne pense pas qu'il ait eu des rapports très étroits. Vous savez, de Gaulle, enfin, je m'avance parce que c'est une période, j'étais vraiment tout jeune et je ne l'ai pas connu vraiment en direct, mais j'imagine que de Gaulle n'était pas proche, même de ses alliés. Il avait son petit cercle, il était d'un abord difficile, et je pense que Morin n'a pas eu de contact direct. Il était communiste, il est resté communiste jusqu'en 1950. Donc, de Gaulle avait de l'estime pour lui, mais il n'y a pas eu de rapport direct, à ma connaissance. Et quelles sont les principales idées que vous retenez de l'entretien que vous avez eu avec lui? Alors, j'ai retenu plusieurs choses. J'ai retenu d'abord, je mettrai en premier une chose peu connue, à savoir que c'est un homme qui s'extasie devant la vie, devant la beauté de la vie, la joie de vivre. Il le dit, parce que je lui avais posé dans un autre entretien, mais pourquoi tant d'énergie, pourquoi tant d'engagement? Alors il me dit, oui, c'est vrai, je m'engage trop, on me le reproche d'ailleurs, mais voilà. J'aime vivre. Chaque matin, je suis heureux de vivre. Et cette joie intérieure, c'est une force. C'est ça que je retiens. Cette capacité d'aimer la vie, d'aimer danser, d'aimer la musique, d'aimer les bons restaurants, l'alcool, etc. Donc, je retiendrai d'abord cela. J'ai dit tout à l'heure la liberté et le courage, mais il y a aussi cette sérénité devant la vie. L'autre idée que je retiendrai, c'est cette capacité à aborder le complexe sans vous décourager, en montrant qu'en changeant d'angle, on peut rester à la surface des choses, mais finalement, quand vous faites le tour d'un objet avec différents angles, l'objet n'est plus le même. Donc vous voyez, ça c'est un encouragement à retrouver la saveur du savoir. C'est une gourmandise. Je pense qu'il a abordé le savoir avec gourmandise. Quand dans les années 60, il commence à entreprendre son grand œuvre, la méthode, je crois qu'il était gourmand. Il est allé en Californie, il a découvert des approches moins segmentées qu'en Europe, et il était heureux de découvrir que la biologie, que l'ethnologie, par exemple, il a beaucoup réfléchi sur le rôle de la sépulture, le rapport à la mort. Tout cela l'a mis en marge des sociologues qui, je le répète, ou des économistes, ou même des philosophes, qui creusaient un sillon, qui devenaient spécialistes d'une question. Donc, c'est ça que je retiens, c'est vous vous spécialisez pour des raisons professionnelles, vous devez être un bon économiste, pourquoi pas, mais ne soyez pas seulement un bon économiste. Apprenez la culture, l'anthropologie, la philosophie. Voilà le message qu'il vous donne. Ne soyez pas monomaniaque, monodisciplinaire. Est-ce que ces idées sont enseignées en ce moment par les philosophes, par les professeurs? Je dirais pas assez. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans cet entretien. Il dit que malheureusement, il a essayé de faire comprendre qu'il faut une autre voie, notamment la voie, j'aurais dû le dire aussi, et une voie que je partage d'ailleurs profondément, à savoir qu'il faudrait incorporer l'économie dans une vision plus vaste de l'écologie. L'économie, au fond, est une science des échanges, mais elle rentre dans le système plus global de l'écologie, des écosystèmes. Il a essayé de défendre cette voie, et il le dit lui-même dans l'entretien qu'il n'a pas complètement réussi. C'est vrai qu'en Allemagne, un sociologue qui est comparable à Edgar Morin, qui s'appelle Luhmann, Niklas Luhmann, a une sorte d'audience beaucoup plus importante qu'Edgar Morin. De ce point de vue-là, nous sommes encore trop marqués par la spécialisation en discipline. Donc, son œuvre centrale, il faudra la décanter. Et par exemple, je propose qu'on fasse un livre qui rapprocherait Edgar Morin des autres grands penseurs, et notamment de Hannah Arendt. Hannah Arendt est un immense penseur. Je trouve qu'Edgar Morin, par certains côtés, se rapproche d'elle. Et donc, je voudrais qu'on fasse un livre sur le rapprochement entre Hannah Arendt et Edgar Morin. Et d'ailleurs aussi le premier mari d'Hannah Arendt, qui s'appelait Anders, et qui est un homme exceptionnel, un peu comme Edgar Morin, qui avait tout prévu, notamment l'avenir des médias.
Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du sommaire, du reste du sommaire de la revue pour l'intelligence du monde, qui va donc paraître incessamment. Quels sont les articles que vous recommanderiez particulièrement et qui sortent de l'ordinaire? Parce que je vous pose la question, parce que le nombre de sujets est tellement vaste. On parle d'Israël, d'Iran, du Brésil, de la Libye, de la France. Donc, allez-y. Je dirais, dans ce numéro, il n'y a pas de maillon faible. Parfois, il y a un maillon faible, un article qu'on peut éviter. Là, tout est intéressant, l'actualité est passionnante. Nous sommes dans une nouvelle guerre froide, je crois. Donc, l'accent a été mis sur, justement, sur les tensions. Alors, je prends quelques exemples. Il y a la tension, pour rester dans l'actualité, autour de Sputnik. Sputnik 5, le vaccin. Alors, ce vaccin... il a été créé par un laboratoire russe qui s'appelle Gamaleya. C'est pas du tout un laboratoire de second rang, comme le fait croire un commissaire européen que je ne citerai pas. En fait, c'est un laboratoire de très haute qualité depuis très longtemps, qui a été créé par un disciple de Pasteur. Donc, c'est un bon vaccin. Il a été annoncé trop tôt. Les Russes ont voulu gagner la course. C'est un peu comme pour le Sputnik. Ils ont dit, ça y est, on a un vaccin, alors qu'ils n'avaient pas fait tous les essais. Mais à part ça, je pense qu'il ne faut pas mépriser ce vaccin. Mais effectivement, l'Union européenne essaye de... Il y a de la géopolitique, il y a de la compétition économique derrière ça. Pourquoi faire plaisir à Poutine qui ne fait rien pour nous faire plaisir, hein? Tout à fait, voilà. Donc c'est plus géopolitique que sanitaire. Donc la revue met le projecteur sur cette question. Il y a une autre question qui me paraît également importante, c'est le rapprochement entre l'Iran et la Chine. Si Biden ne reprend pas l'affaire de l'Iran là où on l'avait apporté et ce que Trump a détricoté, les Iraniens vont se rapprocher de la Chine. Or, comme on est dans une période qui va être certainement marquée par cette opposition frontale, fondamentale entre les deux premières grandes puissances, ce que va faire l'Iran et ce que l'Occident va faire par rapport à l'Iran est essentiel. Donc là aussi, il y a un éclairage passionnant. Il y a également un rapprochement peut-être moins stratégique, mais un rapprochement intéressant entre la Tunisie et l'Égypte. Et c'est important, parce que ce qui est en jeu, c'est la Libye. Et effectivement, il se passe quelque chose en Libye. Là aussi, il faut l'expliquer. Peut-être que la Libye pourrait... là aussi, l'incertitude pourrait faire qu'une bonne nouvelle surgisse en Libye. Donc, la revue consacre quelques pages à cela. Elle consacre aussi un article à la France, un des rares qui soit consacré. Il y a deux grands articles consacrés à la France. Le premier, pour rester dans la géopolitique, c'est ce qui se passe avec Emmanuel Macron. Au fond, il y a eu un travail qui est fait, un peu un papier d'humeur, en expliquant que Macron n'est pas si mauvais que ça, mais que malgré tout, peut-être parce qu'il n'est pas mauvais, justement, il est détesté. Donc voilà, c'est un article d'humeur. Et il y a un autre article auquel j'ai contribué, j'ai fait l'entretien avec le président de Faurecia. Faurecia n'est pas connu, on connaît Renault, par exemple. Faurecia est presque aussi important que Renault. C'est un équipementier, un des premiers équipementiers au niveau mondial. Et surtout, c'est un industriel qui investit dans l'hydrogène. Qui est installé où? Alors, Faurecia, son siège social, c'est une entreprise française, est à Nanterre, mais ils sont installés dans 35 pays, c'est environ 120 000 employés. Ils font donc des équipements, certains équipements qui sont assez classiques comme l'échappement, les sièges, mais ils font surtout des équipements pour essayer de réduire la consommation et surtout pour faire demain des camions propres, des camions consommant moins de pétrole et surtout demain c'est en 10 ans, des camions et des trains et des bateaux fonctionnant à l'hydrogène. Moi, je suis un passionné de l'hydrogène, mais Faurecia, c'est un patron d'entreprise. Il est encore plus passionné que moi, mais lui, il pèse lourd. Et il a créé une co-entreprise avec Michelin pour rester un des premiers mondiaux de la mobilité verte, de la mobilité propre. C'est une très bonne nouvelle, mais les écologistes qui n'aiment pas toujours les bonnes nouvelles n'en parlent pas assez, à mon avis. Mais l'hydrogène, effectivement, ça ne pollue pas, n'est-ce pas? Mais la fabrication de l'hydrogène est quand même quelque chose qui est assez difficile, par électrolyse. Alors, vous avez raison, l'hydrogène ne pollue pas au niveau de l'usage. Par exemple, les taxis qui circulent dans Paris ou même les bus qui circulent dans Paris protègent les Parisiens. Mais c'est vrai que pour fabriquer d'une manière classique, industrielle de l'hydrogène, on produit du CO2. Ce n'est pas de la pollution, mais c'est des gaz à effet de serre. Sauf que
Sauf que demain, progressivement, d'abord ce CO2, on peut parfois l'emprisonner, mais surtout, demain, par énergie renouvelable, c'est-à-dire le solaire, le photovoltaïque, le géothermique, l'hydraulique, vous produisez de l'énergie. Pourquoi? Parce que vous pouvez, à partir de l'énergie renouvelable, vous électrolyser de l'eau. Et vous produisez donc de l'hydrogène et de l'oxygène. Parfois, l'oxygène, vous pouvez le réutiliser. Et l'hydrogène, vous le comprimez et vous le transportez. Et après, dans ce qu'on appelle une pile à combustible, vous faites avancer des automobiles ou des camions ou des trains ou des bateaux. Donc, dans ce cas-là, c'est complètement propre. C'est vert. C'est totalement vert. Alors, vous allez me dire, c'est pas rentable. C'est vrai. J'allais vous le dire. Vous allez me Parce que dire. pour produire 1 kilowatt d'énergie à partir de l'hydrogène, vous êtes obligé d'en mettre plusieurs avant d'arriver à ça. Tout à fait. Donc pour le moment, ce n'est pas rentable, mais je vais faire 2 observations. D'abord, dans l'entretien avec Patrick Koller, puisque c'est le nom du président de Faurecia, il dit c'est pas rentable aujourd'hui, mais ça va le devenir très vite. Parce que les panneaux solaires et les éoliennes, notamment les éoliennes offshore, entre parenthèses, Biden a lancé un grand programme d'éoliennes offshore, eh bien, les coûts vont baisser. Les coûts vont baisser énormément. Donc, ce sera rentable rapidement. Et d'autre part, on peut aider une entreprise en train de naître. Parce que si on prend au sérieux, et c'est mon cas et c'est le cas de tous les gens raisonnables, si on prend au sérieux le problème climatique, le danger climatique, eh bien, il faut subventionner, il faut de la subvention publique. Regardez ce qui se passe avec la pandémie. On a été généreux, on a soutenu l'économie. Si on prend au sérieux le changement climatique, si on est un écologiste intelligent, il faut soutenir dans cette période qui sera assez courte où l'hydrogène n'est pas tout à fait rentable. Et les moteurs actuels pourront fonctionner avec de l'hydrogène ou il faudra des moteurs spéciaux? Alors, de la même manière que quand vous avez une voiture électrique, vous avez des moteurs spéciaux, vous avez des moteurs qui fonctionnent avec la batterie. Pour faire avancer un camion ou une voiture, il faudra donc des piles à combustible, ce sont des moteurs spéciaux. Mais je dirais, passer de l'électrique à l'hydrogène n'est pas très compliqué, c'est un peu les mêmes structures. Ce qui est compliqué, c'est le thermique et la batterie. Le cas des voitures hybrides aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va pas durer. On y croit, mais ça sera une petite transition. C'est très facile de passer de l'un à l'autre. On peut avoir des voitures ou des camions à batterie et à pile à combustible. C'est possible. J'ajoute que ça sera d'abord en passant par les camions, par ce qu'on appelle la mobilité lourde. J'ajoute ce que peu de gens savent, que l'Union européenne va, à partir de 2025, resserrer les contraintes sur les camions. Donc les camions vont commencer à réfléchir, parce qu'eux, ils ne peuvent pas fonctionner avec des batteries. Ils vont commencer à réfléchir à l'hydrogène. Du coup, les pétroliers vont distribuer de l'hydrogène dans des stations-service, parce que le grand problème, c'est les stations-service. Si vous avez une voiture à hydrogène, mais pas de pompe à hydrogène, vous êtes fou, vous ne pouvez rien faire. Donc, on peut imaginer, avec 400 stations-service en Europe, on peut faire fonctionner des camions et demain des automobiles. J'ai vu, c'est ma dernière question, j'ai vu qu'il y avait aussi un article sur le Bitcoin. Et vous, en tant qu'économiste, que pensez-vous de cette monnaie dont on parle beaucoup en ce moment ? Alors, je pense que c'est très intéressant. C'est extrêmement difficile à expliquer. D'ailleurs, l'article d'Alain Faujas est remarquable parce que il vous fait presque comprendre. Mais je n'ai encore jamais vu d'article faisant vraiment comprendre. C'est vraiment très complexe. Alors, je pense que c'est une belle machinerie, assez coûteuse écologiquement, parce que pour créer un bitcoin, il faut faire marcher tellement d'ordinateurs que c'est pas écologique. Je pense aussi que ça aura des usages, mais à condition que les banques centrales rentre dans Contrôle, voilà, vous avez dit le mot. Il y aura un contrôle, sinon nous n'aurons pas de bitcoin. C'est une monnaie volatile et ça pourrait mal se terminer. Merci beaucoup, Marc-Guillaume, d'avoir accepté cette invitation. Nous avons fait le tour d'un grand nombre de questions. Eh bien, j'espère qu'on se retrouvera bientôt autour de ces micros sur les écrans de Télésud. Merci beaucoup. Merci. Et donc, à bientôt. Merci à vous.